Alors, je vous disais donc comment dire? Ah, super, vous enregistrez, Benoît. Bah oui, autant. Vous voyez avec Alexandre où on en est. Si vous avez enregistré le début, c'est super. Oui, donc je vous disais en fait, en lien avec la remarque de Quentin, là, on a une conception qui n'est pas une conception spéculative. La conception de Platon est tout à fait compatible avec la conception spéculative. Merci beaucoup, Alexandre. On va se débrouiller, pas de problème. Alors, donc, du coup, par exemple, la conception de James, ça n'est pas du tout celle de Descartes. Parce que chez Descartes, les vérités scientifiques, elles devaient nous permettre de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature et elles gardaient d'une certaine manière quelque chose d'universel, d'accord? Donc, chez James, les idées, ce sont seulement des outils dont nous nous servons pour agir. La conception de James, vous pouvez vous rappeler aussi qu'elle est très proche de celle de Jung. Jung, il posait la question, demande-toi, quand tu es confronté à quelque chose que tu considères comme vrai, parce que tu ne peux jamais être complètement sûr, il faut garder un certain degré de doute, demande-toi comment cette idée travaille en toi, comment elle s'inscrit en toi, quelle profondeur elle touche, quel écho elle trouve, ce sont des questions comme ça. Donc, ce sont des outils dont nous nous servons pour agir. On travaille avec elles. Et l'idée vraie, ça va être la plus rentable, la plus efficace. Bon, alors, le problème qu'on a posé, qu'on a isolé avec James, c'est que cette notion d'utilité, on a considéré, les critiques ont considéré qu'elle avait un sens trop vague, trop vaste finalement. Donc, on va préférer juger la vérité d'une théorie scientifique à sa capacité, ça peut être aussi une bonne définition, hein, à sa capacité à expliquer un grand nombre de phénomènes et en effet quand même à ses conséquences pratiques. Donc si vous voulez, on reste quand même dans l'esprit de James avec l'idée d'anticipation des phénomènes, d'une action efficace sur le réel, par exemple la construction de nouvelles technologies à partir de ça, l'exploitation de nouvelles sources d'énergie. Et je vous redonne ici l'exemple de la religion. Une religion, de la même manière, sera vraie dans le cadre de cette conception, seulement si elle est consolante, seulement si elle nous aide à supporter les maux de l'existence. Donc, James a écrit une phrase assez choquante. Dieu est une chose dont on se sert. Vous voyez, il y a une formulation délibérément choquante, mais c'est pour toujours remettre l'accent sur l'action. Alors, Quentin, vous avez été en avance, vous avez anticipé, puisque ce que je comptais vous dire, c'est effectivement que le pragmatisme ne contient aucunement l'idée de vérité universelle, ça conduit nécessairement au relativisme. Voilà, il y a l'idée de profit qui peut être très critiquable, surtout à notre époque. Donc, vous voyez, tout ça, ça permet de... Je vous ai toujours dit, hein, les auteurs... Ce sont simplement soit des piliers, soit des tremplins pour la réflexion, mais on ne se sert jamais d'eux comme des arguments d'autorité. Donc le pragmatisme, merci Quentin d'avoir été si rapide, il conduit au relativisme. Alors vous savez que la formule même du relativisme, on la retrouve... Alors je vais vous poser la question, chez quel auteur on retrouve la formule du relativisme et quelle est cette formule? Alors, c'est un auteur du 5e siècle avant Jésus-Christ, dont il va beaucoup être question dans les dialogues de Platon. Einstein, on y reviendra. Einstein, il considère que les concepts scientifiques sont des créations libres de l'esprit humain. Donc oui, je ne sais pas si on peut parler de relativisme. En tout cas, il y a l'idée de quelque chose qui peut changer. Alors oui, non, vous parlez de la relativité. Voilà, c'est ça. C'est pas la relativité dont je vous parle. C'est Protagoras, en fait. Protagoras, au 5e siècle avant Jésus-Christ, il disait... L'homme est la mesure de toute chose. Non, Raphaël, il voulait vérifier si je suivais. L'homme est la mesure de toute chose. Et donc, ce qui est utile, enfin, vous voyez que ça conduit au relativisme, ce pragmatisme, parce que ce qui est utile dans telle situation ou pour telle personne, effectivement, ne va pas l'être dans telle autre situation ou pour telle autre personne. Alors, le pragmatisme, on peut le rattacher à des scientifiques. Donc, en effet, on verra les liens possibles avec la théorie de la relativité d'Einstein, mais le pragmatisme, il est proche d'une conception qu'on a appelée conventionnaliste de la vérité scientifique, qui a été défendue au début du XXe siècle par Pierre Duhem et un peu plus tard par Henri Poincaré. Donc,
Voilà, vous avez fait une blague, Raphaël, mais qui n'était pas à ce point en dehors des sentiers battus. C'est que cette conception qu'on va retrouver chez Pierre Duhem et chez Poincaré. Donc Poincaré, vous le savez, c'est un immense mathématicien. Et Duhem, c'est un épistémologue, c'est un philosophe des sciences. Et donc, selon cette conception conventionnaliste, une théorie physique, qu'est-ce que ça serait? Ça serait un modèle artificiellement construit, en fait, auquel on ne demande pas vraiment d'expliquer la nature ultime des phénomènes. Donc, Quentin, ça reste dans ce que vous avez dit, il n'y a pas de vérité universelle à l'arrière-plan. Mais une théorie physique, on lui demande simplement de sauver les phénomènes. Alors, du coup, vous allez voir des liens directs avec ce qu'a écrit Einstein avec Infeld dans l'évolution des idées en physique. Mais est-ce que c'est possible de m'écrire ce qu'on peut entendre par là? Qu'est-ce que ça veut dire, d'après vous, le fait qu'on puisse attendre d'une théorie physique qu'elle sauve les phénomènes? Je vous laisse quelques instants pour y répondre. C'est une expression qui est restée très célèbre et c'est une expression qu'on retrouve sous la plume de Pierre Duhem. Donc, sauver les phénomènes, comment vous le comprenez? Alors, vous êtes en train de commencer à écrire, je vous lis en même temps. Donc, il les explique, explicaré, déplié, vous vous rappelez. Cela n'est plus de l'ordre du divin. Avec sauver les phénomènes, oui, on reste sur un plan très immanent, c'est vrai. Alors, Noureddin, nous permettre de les comprendre sans toutefois être la réalité. Oui, voilà, on en donne une explication, on les sauve, c'est-à-dire on en rend compte. Vous voyez, il y a aussi cette idée. Modèle artificiellement construit sauvant les phénomènes, c'est la définition de la conception conventionnaliste de la vérité, Noémie, qui est défendue par Pierre Duhem et Poincaré. Et c'est la définition d'une théorie physique. D'accord ? Voilà, donc sauver les phénomènes, ça veut dire, vous l'avez très bien expliqué, merci Noureddin notamment, sauver dans le sens sauvegarder. Alors, on va préciser, Raphaël, juste ce que je voulais vous dire, c'est que on va rendre compte des données observables, mais on n'explique pas la nature ultime du réel, en effet. On permet simplement des prédictions, pardon. Donc, entre deux théories, le conventionnaliste, c'est celui qui déploie cette conception de la vérité, cette conception d'une théorie physique comme un modèle artificiellement construit qui sauve les phénomènes. Eh bien, entre deux théories, le conventionnaliste, il choisira toujours la plus commode, la plus simple, la plus économique, on pourrait presque dire, et il considérera que les vérités scientifiques ne sont pas des découvertes, mais des inventions. Alors, c'est là que le lien avec Einstein, c'est là que Raphaël, on va introduire ce qu'on a considéré comme une blague, mais qui en fait n'était pas vraiment une blague. Einstein, il disait exactement ça. Il a écrit un ouvrage que je vous conseille vraiment, il l'a écrit en 1936, c'est un ouvrage qui s'appelle « L'évolution des idées en physique ». Alors, est-ce que vous avez un petit peu regardé là, je vous avais parlé de la formation de l'esprit scientifique, le nouvel esprit scientifique. C'est important hein, que vous lisiez au moins quelques pages. Donc, vous n'hésitez pas à m'écrire là, ceux qui ont commencé à jeter un coup d'œil, comme on dit. Et donc, je vous invite à le faire aussi pour l'évolution des idées en physique. Alors, je vais vous donner évidemment une approche possible de cet ouvrage. Mais pour compléter, voilà, vous pouvez lire dans le texte et prolonger tout ça. Alors, on reste dans ce quatrième point autour de la conception pragmatique de la vérité, ou pragmatiste, ça revient au même, et on va voir en quoi comment Einstein s'inscrit là-dedans. Alors, toute la question, vous l'avez compris, c'est une question fascinante. Et Einstein, effectivement, il ne s'est pas contenté d'être un physicien qui faisait des découvertes utiles et qui permettaient une description économique des phénomènes. Il a beaucoup réfléchi sur la science. Il a beaucoup livré ses réflexions et il disait d'ailleurs que s'il n'avait pas lu Platon, s'il n'avait pas lu les grands auteurs philosophiques, il n'en serait certainement pas venu au déploiement physique que sa théorie a donné. Alors, vous connaissez depuis un certain temps, j'imagine, ma passion pour les anagrammes. Et donc, l'anagramme d'Albert Einstein, je vous l'ai déjà donné. Quel est l'anagramme d'Albert Einstein? En un sens, elle est facile à trouver parce qu'elle correspond vraiment à une sorte d'évidence eu égard à la théorie qu'il a déployée. Albert Einstein, si on inverse les lettres, ana, renversement, gramme, lettre. Personne
est en train d'écrire, tant pis, je vais vous donner la réponse. Albert Einstein a pour anagramme rien n'est établi. Voilà, c'est complet. Ah, merci, pardon. Voilà, ben, vous l'avez trouvé. Donc vérifiez, hein, vous allez voir, rien n'est établi. Albert Einstein, c'est complètement incroyable pour quelqu'un qui est à l'origine de la théorie de la relativité. En tout cas, c'est un sens à l'intérieur du sens et c'est pour ça que j'aime beaucoup les anagrammes. Alors, bon, la question, ça va être, voilà, quel rapport, c'est une question passionnante, quel rapport la vérité scientifique entretient-elle avec la réalité? Donc effectivement, on doit bien distinguer les deux et on doit admettre que les lois et les vérités de la science, dans leur développement, se rapprochent du réel. Elles ne se confondent jamais avec lui. Vous avez d'ailleurs un ouvrage de Bernard d'Espagna qui s'appelle « À la recherche du réel ». Je vous le conseille également. Donc c'est l'idée. C'est pour ça qu'il y a ce même fleuve de l'épistémé qui alimente la philosophie et la science, lui-même alimenté par la pistis. Vous savez que la pistis, c'est la foi. L'épistémé, c'est le savoir. Donc, on a foi dans ce savoir et donc voilà l'origine de notre quête. Et la science n'échappe pas à ça au sens où elle cherche à se rapprocher du réel en les sauvant, en les expliquant de mieux en mieux. Elle cherche à se rapprocher des phénomènes, pardon, en les sauvant, en les expliquant de mieux en mieux. Et donc, le grand apport d'Einstein, c'est qu'il a montré avec Infeld que ce fameux réel, cette réalité, restait une sorte de limite idéale avec laquelle la vérité scientifique ne viendra jamais coïncider. Bon. Alors, si vous avez un sujet, la vérité, dans quelle mesure la vérité se distingue-t-elle de la réalité, vous pourrez penser à ça. J'étais en train de vous dire le grand apport d'Einstein, mais en même temps, on retrouve ça chez Kant. Au XVIIIe siècle, Kant il va faire une distinction importante entre le noumen, ça s'écrit comme ça vient du grec nous, qui veut dire esprit. Il distingue le noumen du phénomène, d'accord ? Donc, ce sont des mots qui, à la base, ont une origine grecque et non pas latine. Phenomenon, ça veut dire ce qui apparaît, d'accord ? Alors donc, ce que Kant va montrer, je fais une petite parenthèse, puisque c'est aussi pour voir que Einstein, je ne sais pas si c'est inspiré du kantisme, mais ça reste assez proche. Donc, en fait, le phénomène, donc, c'est ce qui nous apparaît, et le noumen, c'est en rapport avec l'esprit. Donc, vous voyez cette distinction réalité, vérité, la vérité comme adéquation entre l'esprit et la chose étant la réalité. Bon, vous voyez donc cet arrière-plan. Et donc, Kant va formuler l'idée que la pensée est plus large que la connaissance. Il y a des choses qu'on peut penser mais pas connaître, vous voyez, donc il y a une extension plus grande de la pensée. Et finalement, le noumen, ça renvoie à cette question, qu'est-ce qui reste d'un objet ? Quelle est la réalité d'un objet, indépendamment de ce que cet objet est pour nous ? Qu'est-ce qui reste d'une feuille, indépendamment du bruit que une feuille sèche d'un arbre, par exemple, cette bruit que cette feuille ferait quand on la froisse ? Qu'est-ce qui reste de cette feuille, indépendamment du goût qu'elle aurait pour nous, de la couleur, etc. Donc, ça renvoie au noumen, ce qu'on peut penser, mais non pas connaître. Et donc, vous voyez, ça renvoie à cette limite idéale avec laquelle la vérité scientifique ne viendra jamais coïncider. Voilà. Donc, c'est pour ça que tout savant véritable ne peut qu'être conduit à l'humilité. Il ne peut qu'être cet arbre plein de fruits qui penche ses branches vers le sol. Humus, ça veut dire la terre, hein, c'est la même racine que humilité. Et donc, ça, c'est un point très important. Donc, vous pouvez l'associer à Einstein, vous pouvez le retracer avec un autre vocabulaire au kantisme. Ça revient au même, en fait. Donc, Einstein, il disait que les concepts scientifiques étaient des créations libres de l'esprit humain. On en parle parce qu'on vient de dire à l'instant que les vérités scientifiques dans le cadre de la conception pragmatiste, dans le cadre de la conception conventionnaliste de la vérité, on vient de dire que ça n'était pas des découvertes, mais des inventions. Donc Einstein partage cet avis. Ça peut être un débat, hein, on peut le reprendre dans le Rap Philo de demain à 21h, pour ceux qui y assisteront. C'est-à-dire que le débat, c'est ça, c'est une question intéressante. Est-ce que les vérités sont découvertes ou inventées ? Alors, je vous renvoie, avant de plonger un peu plus profondément dans le raisonnement d'Einstein, je vous renvoie à une conception de la vérité chez les Grecs qu'on appelle aletheia. Et l'aletheia, en fait, c'est la conception de la vérité comme dévoilement. Donc, quand on dévoile, est-ce qu'on découvre ? Évidemment, on découvre.
D'ailleurs, la réponse est, enfin, vous avez la réponse dans le mot même de découvrir, enlever un voile. Donc, vous voyez que pour les Grecs, on n'inventait pas grand-chose. Et de la même manière, on peut aller plus du côté oriental, avec Confucius, quand il dit que le sage est sans idée, c'est aussi une manière de dire il n'invente rien. Il ne fait que dévoiler, enlever ce voile, enlever le voile de cette nature pudique qui est une femme et qui a consacré beaucoup d'énergie à se cacher. Et ça, c'est Nietzsche, hein, vous reconnaissez l'idée de Nietzsche. Donc, la vérité comme dévoilement, on le retrouve dans l'imaginaire grec en particulier. Alors, Raphaël et Quentin sont en train de d'écrire. J'attends votre remarque. Mais donc, si on revient à Einstein, dire que les concepts scientifiques sont des créations libres de l'esprit humain, vous comprenez, ça veut dire qu'ils ne sont pas uniquement déterminés par le monde extérieur. On ne fait pas qu'obéir à la réalité qu'on observe, on ne fait pas que faire le constat de la réalité. Si vous voulez, on ne fait pas qu'enregistrer le rythme du monde. Il y a quelque chose de l'ordre du sujet qui s'opère. D'accord? Et donc, du coup, ça c'est intéressant, puisque ça a déjà été dit en philosophie. C'est Alain qui disait il y a croire et croire. Et il y a surtout, il y a croire en la guerre, c'est-à-dire constater, et croire en la paix, c'est-à-dire concevoir que les idées peuvent mener le monde. Vous voyez? Croire en la paix, c'est pas constater que la paix existe, c'est se dire qu'elle existera à partir du moment où on la fera advenir. Bon, donc c'est aussi là qu'on voit toute la puissance créatrice des idées. Et on le voit en science, on le voit lorsqu'il est question de penser la guerre ou la paix, enfin, on le voit de plusieurs manières. Alors, Raphaël, j'ai hâte de vous lire. On peut le montrer en disant que le nombre pi code toutes les découvertes de l'humanité, et rien qu'en le décodant, on pourrait tout retrouver. Donc, on ne découvre rien en premier. Le nombre pi est univers, donc il a une infinité de décimales. Alors, c'est très spirituel, ça. J'aime beaucoup. Vous savez que vous allez retrouver chez l'un des penseurs de la physique quantique, ma conception du monde ou le Veda d'un physicien, cette idée que la science, l'avenir de la science, n'est pas dans d'autres découvertes scientifiques, mais dans la rencontre entre la science et la spiritualité. Donc, je vous laisse noter la référence. Ma conception du monde ou le Veda d'un physicien. Et j'ai un trou de mémoire pour... C'est Schrödinger, voilà. Donc, l'un des pères de la physique quantique. Le fameux chat de Schrödinger. Hein. Vous connaissez ce chat qui est dans un état quantique, à la fois mort et vivant. Donc, en fait, voilà, pour votre remarque, Raphaël, je pense que vous pouvez lire ce livre, Ma conception du monde ou le Veda d'un physicien. Ça s'inscrit tout à fait dans votre remarque, puisqu'il y a cette idée, science et spiritualité, et l'avenir de la science qui n'est pas dans une énième découverte scientifique, mais au contraire, dans cette réunion de deux fleuves, la pistis et l'épistémé, la foi et la science, et ces deux fleuves donc, qui vont finir par coïncider. Voilà. Alors, pourquoi je relis votre phrase. Donc, le nombre pi code toutes les découvertes de l'humanité. Rien qu'en le décodant, on pourrait tout retrouver. Donc, rien n'est à inventer, tout est à découvrir. Et c'est très platonicien, votre phrase, puisque rappelez-vous ce qu'on a dit hier. Pour Platon, il y a l'idée qu'on a contemplé toutes les vérités avant de s'incarner. Notre âme, finalement, porte en elle, dans ses plus intimes entrailles, la connaissance de tout. Et rappelez-vous, retrouver l'une de ces vérités à partir de l'incarnation, à partir de notre existence concrète, c'est la possibilité de toutes les découvrir puisqu'elles sont toutes apparentées entre elles. Il y a une élégante simplicité. Et je pense que les mathématiciens de génie sont les premiers peut-être à être confrontés à ça. C'est qu'ils cherchent l'élégance dans les équations mathématiques et élégance veut dire simplicité. Mais simplicité riche, simplicité infinie. D'accord ? Donc Einstein, d'ailleurs, lui-même, il n'y a pas que les mathématiciens qui ont droit à cette élégante simplicité. Einstein lui-même disait que, je vous cite l'évolution des idées en physique, à mesure que les connaissances du chercheur s'accroîtront, son image de la réalité deviendra de plus en plus simple et expliquera des domaines de plus en plus étendus de ses impressions sensibles. Donc vous voyez, c'est cette merveilleuse simplicité à l'arrière-plan et l'idée que tout est dans tout. L'idée qu'on peut retrouver l'infini dans un grain de sable. L'univers entier dans un grain de sable. Donc voilà, le nombre pi est univers car il a une infinité de décimales.
Oui, le principe de l'infini, c'est que tout est infini, justement, hein. Bon, alors, du coup, le nombre pi, code toutes les découvertes de l'humanité, oui, c'était un peu abscon, ça, mais c'est pas grave, il y avait l'esprit, on va pas s'attarder sur la lettre de votre phrase, mais sur l'esprit dans lequel elle a été écrite, hein. On dit beaucoup, ça c'est une phrase juridique, non pas la lettre de la loi, mais l'esprit dans lequel une loi a été faite. Et voilà, alors... Oui, alors Raphaël, la suite est... je laisse de côté. Mais vous avez compris, c'est en lien d'ailleurs avec la physique quantique, tout ça. Enfin, on y reviendra. Mais je reviens à Einstein. Donc Einstein, il nous parle d'un effort qu'on fait pour comprendre le monde. Et cet effort, il va trouver une image très simple. Cette image, c'est, on ressemble un peu à un homme qui essaie de comprendre le mécanisme d'une montre fermée. On va jamais pouvoir accéder à la réalité ultime des choses. Donc la montre poussée, elle est vouée à rester fermée. C'est ça ce que ça veut dire sauver les phénomènes en fait. C'est on entend un tic-tac, on doit sauver ce phénomène qu'est le bruit du tic-tac, mais on ne sera jamais en mesure d'ouvrir la montre en question. On voit le cadran, on voit les aiguilles en mouvement, on entend ce fameux tic-tac, mais si vous voulez, il n'y a aucun moyen d'ouvrir le boîtier. Ouvrir le boîtier, en termes kantiens, ça veut dire accéder au nous-mêmes, accéder à la réalité ultime des choses. Donc, le scientifique sait cette chose-là. Il sait qu'il ne sait rien. En tout cas, il sait qu'il ne peut pas savoir de façon absolue. Et s'il est ingénieux, il va pouvoir se former une image du mécanisme. Et cette image, elle est inventée. C'est là que l'idée d'invention revient. L'artiste est un créateur. N'importe quoi. Le scientifique est un créateur. Il est un artiste en un sens. Et donc, ce lapsus est révélateur. Je vous invite vraiment à écouter là, cette émission sur la créativité scientifique à laquelle j'avais eu le plaisir de participer avec Emmanuel Vol. Donc, la créativité en sciences. Nicolas Martin, ça s'appelait donc la méthode scientifique. Voilà, c'est vraiment cette idée de créativité en sciences qui a finalement la même source que la créativité en art, d'où ce lapsus, l'artiste au lieu du savant. Mais vous voyez, donc comment dire, si pour Einstein, si ce savant est ingénieux, il va se former une image du mécanisme, il peut y en avoir d'autres. Pendant longtemps, on a représenté les atomes avec l'image du plum pudding, du pudding aux prunes, parce qu'on oubliait leur structure lacunaire. Et une fois qu'on a montré que la matière est faite à plus de 99% de vide, on a eu une autre image qui est apparue. Alors Lucie, ravie de vous retrouver Lucie, bonjour. Alors les hypothèses sont des créations, tout à fait. Pour Einstein, hein, rappelez-vous qu'à chaque fois, on étudie dans le cadre de pensée d'un auteur. Alors, Niels Bohr, c'est un autre père de la physique quantique. Je ne sais pas pourquoi vous nous en parlez maintenant, Noureddine, mais il y a aussi Gamow. Lisez ça c'est génial. C'est The Adventures of Mr. Tompkins in Wonderland. Les aventures de Monsieur Tompkins au Pays des Merveilles. C'est Gamow qui a écrit ça. C'est de la vulgarisation scientifique géniale. Et donc, en gros, il rêve, ce fameux Monsieur Tompkins. Ah, le plum pudding, merci Noureddine, oui. Niels Bohr, ok. Et donc, en fait, ce fameux Tompkins, qui est inventé par Gamow, un autre père, un autre grand physicien du début du XXe siècle, lorsqu'il rêve, la réalité qu'il pénètre, c'est une réalité dans laquelle les lois de la physique quantique s'appliquent. Donc, les immeubles s'allongent en fonction de la vitesse de son vélo, enfin, des choses comme ça. Et il assiste à des conférences de physique qu'il trouve extrêmement ennuyeuses, il se met à rêvasser. Et justement, ce rêve va être extrêmement porteur, va le faire plonger dans la réalité de la physique quantique. Et vous pouvez lire ça, c'est passionnant. Lisez-le en anglais, vous allez faire de la philo-physique quantique anglaise. Vous allez faire de l'anglais, de la physique et de la philo en même temps. C'est passionnant. Voilà. Et donc, du coup... je répète, donc c'est The Adventures of Mr. Tompkins in Wonderland. Petit à Alice au Pays des Merveilles, au passage. Oui, donc voilà. Donc revenons à notre scientifique ingénieux et artiste en même temps. Il va chercher à se former une image du mécanisme. Donc comme vous l'avez précisé, Noureddine, le plum pudding, c'est Niels Bohr. Et plus tard, on va trouver d'autres images. Il y en a toujours d'autres possibles. Et en tout cas, ce que précise Einstein, c'est que ces images, elles vont sauver les phénomènes. Alors, ça, c'est la formule, non pas d'Einstein, mais du M qu'on a vu tout à l'heure. Hein.
Pierre Duhem, ce célèbre philosophe des sciences. Donc cette image, il va la rendre responsable de tout ce qu'il observe, mais en un sens, il ne sera jamais sûr que son image soit la seule capable d'expliquer ses observations. Donc il y a un certain degré de doute, il y a un esprit très cartésien, très cartésien au sens du doute et non pas au sens de l'évidence. Hein. Mais c'est trompeur de dire très cartésien parce que souvent, voilà, très cartésien, on va l'associer à la rigueur, à la rationalité. Et Descartes, il avoue que l'intuition du discours de la méthode, il l'a aussi eue en faisant un rêve. Donc ça ne veut pas dire grand-chose très cartésien en fait. Enfin, en tout cas, ça peut signifier tout et son contraire. Donc, du coup, et en plus, l'anagramme de Descartes étant tendre caresse, voilà, vous voyez bien que l'association à la rationalité brute n'est pas suffisante. Donc du coup, voilà, le gros problème aussi du scientifique, c'est qu'il n'est jamais en état de comparer son image avec le mécanisme réel. Il ne peut pas se dire, OK, est-ce que le plum pudding, c'est OK parce que cette comparaison n'existe pas. Il ne peut même pas se représenter, d'après Einstein, la possibilité et même la signification d'une telle comparaison. Ça n'a pas de sens. Le dernier mot des choses ne lui sera jamais livré, donc il est condamné à inventer. Il est condamné à l'invention. Alors en fait, la seule chose qu'on peut garder à l'esprit, qu'on peut considérer comme fiable et solide, c'est qu'on va croire, c'est à nouveau du registre de la pistis, de la croyance et non pas de l'épistémé, on va croire qu'à mesure que nos connaissances s'accroissent, on va croire que on va pouvoir expliquer des domaines de plus en plus étendus de nos impressions sensibles. Et encore une fois, on va penser que l'image de la réalité est en mesure de devenir de plus en plus simple. Alors Noémie, Einstein, lui aussi, voyait des ressemblances entre ses idées et celles de Duhem. Je ne sais pas s'il avait connaissance des développements, des théories de Duhem, mais je ne pense pas d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a une heureuse coïncidence, quoi. C'est-à-dire il y a une ressemblance qui se fait naturellement. Je pense par exemple à la copaternité de la théorie de la réfraction de la lumière. Vous savez que par exemple, c'est Snell, qui était en Hollande, qui l'a trouvé en même temps que Descartes. Ils se sont d'ailleurs disputés cette loi, parce qu'ils avaient écrit tous les deux en même temps les mêmes choses. Ça arrive. Là, en fait, ce serait plutôt ce cas-là pour moi. Hein. C'est-à-dire que Einstein et Duhem avaient à peu près en même temps des idées assez similaires, mais sans forcément s'être influencés l'un et l'autre. Et donc, c'était le cas pour la loi de la réfraction de la lumière, qu'on a appelée, on l'a appelée la loi de Snell-Descartes. Et parce que les deux, à distance, avaient eu la même idée, à peu près au même moment. Alors du coup, donc en fait, chez Einstein, ce qui est important à retenir, je finirai là-dessus, c'est qu'on va croire à l'existence d'une limite idéale de la connaissance que l'esprit humain ne peut atteindre. Notre quête de vérité est donc asymptotique, mais elle va jamais, on le rappelle, elle ne va jamais se confondre avec la réalité. Et cette fameuse limite idéale, on peut l'appeler la réalité objective, mais en sachant bien qu'elle nous est refusée, vous voyez ? Alors, donc, vous avez un petit aperçu de ce que ça peut donner. Vous commencez à voir déjà un petit peu mieux à quoi ressemble l'épistémologie. Normalement, vous devriez vous sentir à l'aise. En général, les S, là, quand on commence à faire de l'épistémologie, en général, ils respirent un peu mieux. Ils se disent, ouh, ça y est, on reconnaît nos marottes, enfin, ce qu'on connaît en tout cas, et on peut comprendre à quel point la science invite à la réflexion. C'était l'idée de Bachelard. Hein. Bachelard, il disait, voilà, la science nous conduit à la philosophie. Et ça, je pense que tout grand scientifique a mesuré cette idée. C'est qu'effectivement, la science pense, en tout cas la science conduit à de la pensée et à de la philosophie. Alors, ça c'était mon 4e point. Est-ce que vous avez des remarques ? Est-ce que j'aime bien, comme je vous ai dit, vous lire, puisque à défaut de pouvoir vous entendre, je peux au moins vous lire. Donc n'hésitez pas, on a à chanter. Les règles, vous allez être banni après à chanter. Vous devez avoir un prénom, un nom. Voilà. Et Maestro, est-il... Je ne sais pas, il n'est pas là. En tout cas, voilà, on s'appelle autrement là. Et donc, alors, vous n'avez pas compris le rapport avec Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose. Alors, Aurélie, merci de votre question. En fait, Protagoras, il est à rattacher au relativisme, c'est-à-dire d'une certaine manière à chacun sa vérité.
Et donc, si l'homme est la mesure de toute chose, il n'y a que des interactions, raison pour laquelle on tombe sur cette phrase à chacun sa vérité, qui devient la formule même du relativisme, non pas il n'y a pas de vérité, qui est la formule même du scepticisme. En tout cas, voilà, la vérité n'est pas atteignable, mais à chacun sa vérité. Alors vous allez me dire, c'est peut-être la même chose, puisque dire à chacun sa vérité, en un sens, c'est la faire basculer sur l'idée d'opinion, c'est la rabattre sur l'opinion peut-être. Possible, mais c'est vrai que voilà, on peut quand même dire le relativisme, c'est l'homme est la mesure de toute chose, à chacun sa vérité, et le scepticisme, il n'y a pas de vérité, ou plutôt l'homme ne peut pas accéder à la vérité. Donc le rapport avec Protagoras, avec l'homme est la mesure de toute chose, c'était l'idée qu'avec la conception pragmatiste de la vérité, où l'action devenait ce qui nous permettait de juger du vrai, on perdait quelque chose d'universel et on basculait dans quelque chose de relativiste. C'est bon? Alors dites-moi hein, si vous avez d'autres questions, si j'ai répondu, vous pouvez vous contenter de dire OK, ouais, parfait. Alors super, j'ai beaucoup de lectures là, donc on voit vraiment une volonté de passer au-delà des sens avec l'utilisation du doute et des rêves pour atteindre la vérité. Oui, donc beaucoup d'imaginaire. Le doute qui reste un garde-fou, qui reste cette idée je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien, enfin voilà. Et en effet, la grande importance des rêves. Donc pareil, ça, vous le retrouvez dans l'émission avec Nicolas Martin, la méthode scientifique. On a beaucoup traité de ça, la question des rêves. La conception de l'aletheia. Alors les rêves, oui, j'en avais parlé avec Lewy, on en avait parlé aussi avec Kekulé, ce savant hollandais, ce chimiste hollandais. Non, ce physiologiste... non, c'est bien ça. Chimiste hollandais et physiologiste italien, Lewy. Mais vous pouvez en parler aussi avec Coleridge. Il y a un exemple littéraire cette fois-ci avec Coleridge. Coleridge, c'est un poète anglo-saxon et il raconte qu'il a rêvé d'un poème avec un nombre de vers incroyable. Et tout cela lui semble finalement très clair. Et dès qu'il se réveille, il lui reste plus que 3 ou 4 vers. Il est très très déçu et il avait l'impression d'un poème génial. Et ça s'associe à une certaine clarté quand même dans son rêve. Donc très grande déception de voir qu'il ne reste plus que 3 ou 4 vers à la clé. Parce qu'effectivement, la science n'a pas l'apanage dans la recherche du vrai. On peut dire qu'il y a une vérité qui s'exprime en poésie, effectivement, hein, d'où l'exemple de Coleridge. Alors voilà, donc vous me dites hein, si j'ai répondu à votre question. Coleridge, lisez Coleridge. J'arrête pas de vous dire, mais profitez du confinement pour lire. Enfin, lisez en permanence. Mais Coleridge, voilà, il a écrit des poèmes notamment. Alors, Quentin, vous revoilà. Donc chacun sa vérité, comme chacun sa temporalité. Alors, ça c'est la relativité, hein. Vous savez l'exemple d'Einstein, quelqu'un qui est dans un train, et on reviendra là-dessus, mais l'idée c'est, il travaillait dans le bureau, enfin il avait beaucoup travaillé en fait sur des horloges au départ, et donc je reviendrai là-dessus pour que ce soit plus précis, mais effectivement chacun sa temporalité, il y a pas la même temporalité, c'est ça qu'a montré Einstein. Un mètre n'est pas toujours un mètre, pour résumer très grossièrement. La théorie d'Einstein, c'est ça, c'est un mètre n'est pas toujours un mètre et une seconde n'est pas toujours une seconde. Ça dépend notamment de la vitesse. Alors, on reviendra en détail, hein. Ça, c'est vraiment des caricatures et des généralisations un peu abusives, mais on reviendra plus dans le détail de tout ça. D'ailleurs, ce que vous pouvez faire pour le prochain cours, c'est des recherches sur la relativité. Comme ça, on rendra les choses plus interactives. Et je me débrouillerai pour pouvoir vous écouter et pas seulement vous lire. Alors, Raphaël, on ne peut pas dire à chacun sa vérité dans le sens où l'on dit qu'il n'y a pas de vérité absolue. Ça ne vous rappelle rien sur l'esthétisme? Oui, par rapport à... Alors, vous pouvez préciser, Raphaël? Par rapport à la note sur l'esthétique de Kant que je vous avais donnée, la distinction avec l'agréable et l'universalité du goût. Oui, bah, bien sûr, la phrase, j'imagine que c'est ça que vous avez en tête, hein, on ne peut pas dire à chacun selon son goût. Je reviendrai à dire que le goût n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de jugement esthétique qui puisse légitimement revendiquer l'assentiment de tous. Oui, voilà. Oui, bah vous pouvez faire une analogie avec ça, bien sûr, vous resservir de cette phrase de Kant et voir si elle s'applique. Donc on ne pourrait pas dire à chacun sa vérité dans le sens où ça reviendrait à dire que la vérité n'existe pas. Voilà, je vois mieux ce que vous voulez dire. Tout à fait. Quentin, l'imaginaire n'est-il pas l'autre face de la pièce de la vérité? Alors, je ne sais pas si vous avez lu Nietzsche.
ou si vous avez Nietzsche en tête ici. Mais Nietzsche, il va effectivement faire cette métaphore avec la pièce de monnaie. Il y a un très beau texte où il parle, je vous le retrouverai. Je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais en tout cas, c'est troublant puisque Nietzsche va reprendre cette métaphore de la pièce de monnaie. Je reprendrai ça la prochaine fois, d'accord? Je retrouverai le texte, comme ça on l'aura précisément. Vous pouvez écrire son nom, c'était pour Coleridge? Oui, d'accord. Pas spécialement, bah, incroyable alors. Heureuse coïncidence. Et donc, lisez Nietzsche, vous verrez. Enfin, en tout cas, on découvrira ensemble la prochaine fois. Alors, est-ce que... apprends à chanter, vous allez être banni. S'il vous plaît, attention, je vais demander... s'il vous plaît, je vous demande de... Je ne sais pas qui vous êtes. Donc, voilà. C'est bon, vous avez disparu ou vous avez été banni? Je ne sais pas. Alors, Nawid, suspense, angoisse. Hein, c'est le moment de d'écrire. Alors, Nawid, est-ce qu'il y aura cours pendant les vacances? Est-ce qu'on se fait un rap philo, Nawid? Bah, évidemment. Vous imaginez 2 semaines d'interruption, c'est pas possible. Donc, non, mais oui, je vous propose qu'on fasse des cours pendant les vacances, c'est bien. Comme ça, on avance bien. Enfin, voilà, on garde les mêmes horaires si ça vous va. Enfin, bon, oui, hein. Ce serait terrible sinon. Bah, bien sûr, Timothée. Croyez quoi? Donc, en effet, ce serait trop. Oui, on va faire ça et on garde les mêmes horaires si je pense que c'est bien. Voilà, alors, oui, surtout que bon, l'épistémologie en S, je vous ai dit, ça tombe chaque année et c'est bien d'aller vraiment, que vous lisiez, enfin, j'aurais besoin d'un travail beaucoup plus conséquent de votre côté. Et du coup, puis vous allez voir, c'est passionnant, donc on va faire ça ensemble. Vous avez besoin d'être guidé quand même un petit peu et je vous donnerai ces pistes. Alors, Aurélie, il y a une question assez récurrente qui se rapproche de la notion du scientifique créateur. Est-ce que les mathématiques sont dans la nature, d'accord? Ou est-ce qu'elles sont une invention des hommes? Ah oui, bah voilà, parce que chez Platon, si vous voulez, il y a l'idée qu'elles sont... Enfin, en fait, on reviendra pareil, plus en détail, mais je ne vous donne pas forcément de repères avec des auteurs, mais juste une question. C'est exactement la question qu'on va retrouver chez Platon, en effet. Est-ce que les mathématiques décrivent l'essence même de la réalité ou est-ce qu'elles décrivent notre propre psyché? Et cette question-là, vous la retrouvez dans le tout début du nouvel esprit scientifique de Bachelard, où il oppose, on l'a vu hier, hein, on en a beaucoup parlé, où il oppose le réalisme au rationalisme. Le réalisme, c'est le fait de considérer, enfin le réalisme appliqué aux mathématiques, c'est le fait de considérer que les mathématiques sont dans la nature. Le rationalisme, c'est le fait de considérer qu'elles seraient une invention des hommes. Et en fait, Bachelard, il tranche, sans trancher, justement, il tranche en montrant qu'on ne peut pas être uniquement rationaliste ou uniquement réaliste. Les deux. Finalement, c'est Hegel aussi qui nous permet de répondre à cela. George William Friedrich Hegel qui nous dit « ce qui est rationnel est réel et ce qui est réel est rationnel ». Voilà. Bon, alors, Quentin, remarque pour les TS4, la classe à laquelle vous appartenez, j'imagine, en 3 semaines de confinement, attention, c'est du condensé du coup, c'est un confinement condensé. On a eu plus de cours de philo qu'en un trimestre. D'accord, bah écoutez, c'est super. Oui, puis en plus, le fait d'écrire comme ça, c'est une chouette interaction. Vous vous sentez libre de pouvoir interagir. Voilà. Alors, vous me faites rire. Bon, vous faites des mathématiques appliquées à la philosophie, hein, décidément. C'est ça qu'on peut dire. Hein. Ah là là, on s'amuse bien. Donc, la vérité sort de la bouche des enfants, Alexandre, et des fous. Attention, personne ne connaît la fin de la phrase, mais je veux pas personne ne se sente visé. Hein, mais plus qu'en une année. Et bah écoutez, merci. Donc, bravo Quentin. Voilà. Alors, on garde ce temps pour l'interaction. Il nous reste 5 minutes là. Ah oui, donc déjà, je précise, pour que j'ai discuté avec votre prof de maths, Madame Boé, donc la prof de maths des TS1. Et en fait, l'idée, c'est que vous n'ayez pas maths et philo en même temps. Donc vous le savez, vous l'avez compris, pour vous gardez le même horaire en maths, il n'y a pas de changement. Donc c'est-à-dire 11h30 le lundi. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 10h, 11h30 pour le lundi en philo. Ça permet justement au TS4 de ne pas louper un autre cours qui a lieu jusqu'à 10h. C'est une sacrée gymnastique tout ça. Donc vous avez compris, 10h, 11h30, on fera 1h30 de philo lundi et du coup on fera aussi 1h30 le mardi. Donc c'est mieux, c'est plus équilibré en plus. Ça veut dire que le mardi c'est 13h, 14h30, puis on a notre rap philo du mercredi à 21h. Voilà. Alors,
vous avez donc les nouveaux horaires qui sont donnés. Alors, non, là, on fait jusqu'à 14 heures, parce qu'on a fait 2 heures hier, et ça a été enregistré, donc écoutez l'émission. Aujourd'hui, non, on s'arrête à 14 heures. Enfin, 14 heures, on peut déborder un peu si vous avez des questions. Alors, Raphaël, épistémologie, puis maths, on va douter des axiomes en maths. Ben, les mathématiciens le font déjà. Et d'ailleurs, axiome, postulat, en fait, postulat, ça vient du latin postulare. Donc souvent, les mathématiciens ne font pas de distinction entre un axiome et un postulat. Et un postulat, c'est ce qu'on vous demande d'admettre, d'accord, pour les besoins d'un raisonnement. Mais si vous voulez la différence entre l'axiome et le postulat, la petite différence qu'on peut faire, c'est que un postulat, c'est ce qu'on vous demande d'admettre, eu égard à cette notion d'évidence intuitive ou d'évidence à l'arrière-plan. Par exemple, il est évident qu'on ne peut tracer par un point donné qu'une droite parallèle à cette droite donnée. C'est pour ça qu'on l'a appelé le postulat des parallèles. 5e postulat, 29e proposition dans les éléments de géométrie d'Euclide. Un axiome, on se passe dans l'axiome de cette idée d'évidence intuitive. Et par exemple, par un point donné extérieur à une droite donnée, on peut tracer une infinité de droites parallèles à cette droite. Ça, c'est un axiome. Et donc, l'axiomatique, alors voilà, encore un ouvrage qui apparaît, l'axiomatique de Robert Blanchet. Ne courez surtout pas dans les librairies qui sont fermées, mais surtout, ruez-vous sur Internet et regardez l'axiomatique de Robert Blanchet. Vous allez voir, c'est passionnant. Je ne sais pas si votre matière préférée, c'est les maths, la physique, la biologie. Mais donc, en gros, pour ceux qui seraient passionnés par les mathématiques, donc l'axiomatique de Robert Blanchet. Pour ceux qui seraient passionnés par la physique, bah là, il y en a plein. Hein. Ma conception du monde ou le Veda d'un physicien de Schrödinger, l'évolution des idées en physique, l'évolution des idées en physique, c'est Einstein-Infeld. Le nouvel esprit scientifique, Bachelard, la formation de l'esprit scientifique, Bachelard à nouveau. Et pour ceux qui voudraient anticiper et qui seraient passionnés par la biologie, la sculpture du vivant de Jean-Claude Amezen. Alors ça, c'est un livre, mais c'est un monument. C'est un livre remarquable. Vous avez beaucoup de mythologie. À la base, il est donc spécialiste de l'immunité. Il fait beaucoup d'émissions de radio aussi. Et donc, sur les épaules de Darwin, enfin bon, il est passionnant et c'est vraiment un scientifique complet, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas cette différence que Descartes ne faisait pas non plus entre ce qu'on appellerait la littérature et puis ce qu'on appelle la science. Pour la bio, ben voilà, Quentin, j'ai répondu. La sculpture du vivant, c'est sur l'apoptose. Jean-Claude Amezen, on lui doit le concept d'apoptose, c'est-à-dire le suicide cellulaire. Et donc, il a montré que si, par exemple, on a des doigts qui ne sont pas des doigts palmés, par exemple, c'est parce qu'à un certain moment dans l'histoire de notre développement embryonnaire, certaines cellules ont reçu l'ordre de déclencher leur propre suicide. Et donc, la mort fait partie intégrante de la vie, elle est ce qui nous sculpte. Bien sûr, oui, donc en rapport avec la diversité du vivant, voilà, l'apoptose, la mort qui est un sculpteur. Alors, Raphaël, Gauss avait imaginé tout un univers pour contredire le postulat d'une droite parallèle à une autre si elles ne se croisent. Oui, bah on reprendra ça en détail, d'accord, la prochaine fois. Et du coup, c'est l'incomplétude en mathématiques, Gauss, on l'associe à ça en particulier. Enfin bon, on reviendra là-dessus. Alors, il est 14 heures. On va donc se quitter en musique. On a nos petites habitudes, hein. Alors, Marie-Amélie, d'abord, n'hésitez pas à continuer d'écrire. On peut faire un petit peu de rap philo. Qui veut jouer? Qui est là déjà? Alors, vous allez tous disparaître là. Non. Je vais basculer sur un autre support pour pouvoir vous entendre. Ouais, merci beaucoup, Amélie. Merci, c'est gentil. À lundi. À lundi, donc 10h, 11h30. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, qui veut jouer de la guitare, du saxophone? Ou alors nous faire découvrir une musique que vous aimez. Alors, quand je parle mathématiques, je vous permets, par rapport à quoi? Quand on a parlé d'axiomes et de postulats? Oui, pourquoi? Dites-moi, personne ne doit être perdu. Axiome, postulat, c'était ça? Un axiome, c'est ce qui sert. Ah oui, vous n'aviez pas entendu ces termes, d'accord. Si, vous allez pouvoir en parler avec votre prof de maths. Le postulat des parallèles, par un point donné extérieur à une droite donnée, on ne peut tracer qu'une droite parallèle à cette droite. Et un axiome, c'est si vous partez du principe que vous pouvez tracer une infinité de droites. Alors, Raphaël et Alex sont en train d'écrire. Alors, Alex, c'est pour jouer de la guitare.
Raphaël, c'est pour dire merci. D'accord, mais merci à vous. Merci vraiment. Sans vous, le cours serait pas pareil. Sans vous, vous tous. Et en effet, Raphaël, vous avez particulièrement interagi. Je le dis souvent, hein. Bah, on peut le dire, là, un cours sans Raphaël, c'est pas pareil. Donc, ensemble, on fait tout ça. Donc, en gros, Timothée, Noémie sont en train d'écrire. Et Alexandre, où est-il passé? Moi, le pilier de ce cours, bah, moi je suis là, prof, mais sans vous, déjà sans Alexandre Arjuelos, ça serait enfin, ça serait pas ça parce qu'il n'y aurait pas d'enregistrement. Et puis moi, je vous ai dit, j'aime bien interagir. Donc voilà, ça dépend de vous, hein, de votre forme, comment vous êtes. On peut faire un cours sans interaction. Alors, donc, qui joue là? Le petit moment musical est arrivé. Bon, si personne ne veut jouer, je demande à mon musicien. Est-ce qu'on peut vous envoyer quelques livres? Demandez lequel semble le plus intéressant selon le programme des terminales. Avec plaisir, Noémie. Allez-y. Des réponses pour qui joue, Alexandre? Et ben voilà. Donc, je change de support. Je vous mets. Donc, on va vous écouter. Alors, du coup, un petit instant. Voilà, ben, merci. Hein, c'était agréable. Et je vous dis donc à lundi. Non, à demain pour le rap philo, 21h. Alors, on va écouter Alexandre qui se prépare. Et moi aussi, je me prépare. Alors, voilà, j'ai basculé sur un autre support. Je peux donc vous entendre, Alexandre. Nous pouvons donc vous écouter. Est-ce que ça marche? Quentin. Ok. Ah, en fait, faut que je trouve une touche qui fait pas bugger mon ordi. Et maintenant, ça marche? Ça marche très bien, oui. En fait, le problème, c'est que j'arrive pas à poser... je pose ma GoPro sur une touche pour que ça marche. Ah, il faut appeler ta sœur, c'est ça? Ah, c'est la grosse galère. Il faut appeler ta sœur, c'est pas ça? Non, faut que je trouve une touche. Et là, vous m'entendez? Parfait. Ok, je vais tester. Bravo, mais c'était très court, mais c'était très bien. Super. Applaudissements. Voilà, et bien écoutez, donc à bientôt, à demain, 21h, le rap philo. Bon après-midi, et puis voilà.